Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Après l'émission de la semaine dernière, Monsieur Gay et moi, nous sommes venus à la conclusion que trop de questions n'avaient pas été posées dû au manque de temps. Alors, c'est pourquoi nous donnons cette semaine une suite à l'émission de la semaine dernière. Alors, mesdames et messieurs, le directeur général du Centre Normand, Monsieur Pierre-Michel Gay. Monsieur Gay, rebonsoir à vous. Rebonsoir, Monsieur Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et c'est vrai, ça a passé tellement vite la semaine passée qu'on s'est dit, mais mon Dieu, il y a tellement de sujets qui n'ont pas été abordés parce que chaque question, chaque sujet, quand on parle du Centre Normand et de quelques autres aussi, lorsque l'on touche à la jeunesse, adolescence, et puis on touche là un peu à la vie privée, mais vie privée qui s'en va un petit peu dans le fond du baril. On ne faut pas avoir peur des mots. Puis lorsque on pose, chaque question est importante, puis là, ben, quand on a regardé ça, tous les deux, on en est venu à la conclusion que, ben mon Dieu Seigneur, ça, on n'a pas eu le temps de parler de ça. Alors, c'est pour ça qu'on donne une suite à cette émission-là, et je vous remercie de vous être présenté à nouveau dans nos studios, parce que je considère que le Centre Normand est indispensable, puis c'est un outil de travail qui est vraiment primordial chez nous. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Tout à fait. Monsieur Gay, moi j'aimerais qu'on parle des services qui sont offerts au Centre Normand. Alors, pour commencer, je vous dirais, qu'est-ce que la mission du Centre Normand? Ou la mission, oui, OK. La mission du Centre Normand, c'est d'offrir des services de réadaptation aux personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, la drogue et le jeu. Et on offre aussi des services à l'entourage. Alors, dans la configuration du réseau, ça, c'est une mission qui est spécifique. Okay. C'est-à-dire que nous, par rapport à d'autres établissements, on est un service de deuxième ligne. On est un service qui est spécialisé. Et la porte d'entrée pour venir chez nous, c'est les CLSC. Les CLSC qui font partie des C3S. Puis, exactement, là, je veux juste ouvrir une parenthèse, c'est que la semaine passée, on a parlé de ça, du CLSC, mais on avait aussi, disons, là, j'aime pas dire on n'est pas obligé de passer par là, mais à quelques exceptions près, on peut arriver qu'on n'ait pas à passer par le CLSC, mais la filière normale est le CLSC. La filière normale est le CLSC. Les gens qui sont déjà venus consulter chez nous, les gens que l'on connaît, les gens qui viennent de finir une thérapie, qui veulent revenir, c'est certain, ils ont créé un lien avec un thérapeute. Eux, ils peuvent rappeler chez nous, il n'y a pas de problème. Mais la filière normale, c'est une évaluation qui est faite dans un CLSC ou par un professionnel qui peut être au service de probation, dans un autre établissement. Ou les écoles aussi, on est dans les écoles, donc les gens peuvent venir directement. Dans nos services, nous, on est à travers toute la région. Notre siège social est à Amos, mais on a des points de service à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or, à Lassar, à Ville-Marie, et on a une intervenante par prêt de service qui travaille pour nous au Témiscamingue, à Témiscamingue. Dans tous nos points de service, on offre des services externes, c'est-à-dire les gens viennent sur rendez-vous pour des problèmes d'alcool, de drogue ou de jeu. Et à Amos, on a 10 lits d'hébergement. Ça, c'est ce qu'on appelle notre interne. L'hébergement, c'est lorsqu'une personne a plus de contrôle sur ses comportements de consommation. Là. Vraiment, ça déborde et il faut qu'il y ait un arrêt d'agir. À ce moment-là, c'est là que l'interne est requis. On n'est plus capable d'arrêter là. À ce stage-là, on est rendu là. La dépendance est à son extrême. La dépendance est à son extrême. La personne n'a plus le contrôle. Ça prend vraiment un retrait de son milieu de vie pour que la personne puisse retrouver des comportements où la consommation elle est sous contrôle. Et pour avoir accès au service interne, bien, il faut passer par l'externe. C'est que quand une personne vient, elle va être évaluée à notre externe et c'est le professionnel de notre externe qui va dire avec la personne, oui, vous avez besoin d'aller à l'interne ou non, votre problème est quand même un certain contrôle dessus, puis on peut travailler ensemble. Alors, dans les services, on a un peu touché
Est-ce que c'est pas mal complet, selon vous, ce que vous avez dit? Ou bien À l'interne, c'est des stages de 5 à 6 semaines. OK. Ouais, ça, OK. On va en venir peut-être un petit peu plus loin de la durée. OK. Mais seulement que, oui, mais seulement que vous pouvez élaborer un peu. Oui, alors c'est 5 à 6 semaines. Quand la personne rentre à l'interne, il y a un programme d'adaptation pour faire un peu la transition entre la vie extérieure et la thérapie. Et la thérapie, ben, c'est un milieu de vie. Alors, les gens vivent ensemble durant 5 à 6 semaines. Ils ont des activités ensemble avec des thérapeutes. Ils vont dîner ensemble. Et c'est l'interne compte beaucoup sur l'effet de groupe, l'effet de support qui se crée entre les personnes. Faire des liens, Faire des liens et la confiance qui se développe entre les gens. Okay. Le partage qui se fait entre les problématiques et chacun s'encourage là-dedans. C'est vraiment là qu'on a un effet important à l'interne. Nos services externes, on offre différents programmes. On offre des services pour les jeunes, des services pour le jeu et des services pour les adultes. Les services pour les jeunes, c'est une de nos clientèles prioritaires, les jeunes. Alors, les services pour les jeunes, on voit des jeunes sur une base externe, c'est-à-dire qu'ils viennent à nos bureaux, mais on va aussi dans les écoles. Ça, c'est important, ça. C'est très important. Ça, c'est très important parce qu'on se rapproche du milieu des jeunes, de leur milieu de vie. Et on peut rentrer plus facilement en contact avec les jeunes quand on va dans les écoles. Et dans les écoles, nos intervenants font beaucoup d'interventions de groupe. OK. Parce que la base est là. Oui, bien, la base est là. Les jeunes aiment se regrouper, aiment s'identifier à d'autres personnes. C'est que l'intervention de groupe, c'est un outil qui est très, très puissant dans les écoles. OK. Parce que j'ai beaucoup de questions. Je sais que vous avez beaucoup de services qui sont offerts, mais entre autres, ce qui était aussi très important de dire, je pense, M. Guy, c'est qu'il y a des services à l'interne, mais il y a des services à l'externe aussi. Tout à fait. Et les services à l'externe, on a parlé d'école, surtout parce qu'on pense que c'est la base à ce moment-là. Oui. Les jeunes, comme je vous disais, c'est une clientèle prioritaire. Alors, on va dans les écoles et on s'implique aussi beaucoup auprès des centres jeunesse. On a des programmes où on travaille en collaboration avec les centres jeunesse parce que les parents ou les enfants dont le développement est compromis pour toutes sortes de raisons, ben il peut y avoir de la dépendance, soit chez les parents ou soit chez les jeunes. Okay. Donc, on a des programmes où on collabore avec les intervenants du centre jeunesse pour les former ou soit pour travailler avec eux sur le terrain. Moi, là, je vais vous poser une question, M. Guy. On parle de jeunes, mais est-ce que le problème est beaucoup plus, je dirais, sévère, sérieux, lorsque le problème, on va parler de drogue, lorsque le problème est chez l'enfant, mais également dans la même famille, le problème est chez les parents également. C'est un problème familial à ce moment-là. Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. D'ailleurs, les statistiques nous disent que les jeunes qui vivent dans un environnement où il y a consommation, où il y a jeu, ont beaucoup plus de chances de développer ce problème-là que d'autres jeunes qui ne vivraient pas dans cet environnement-là. Okay. Et l'approche à ce moment-là, c'est de rencontrer la famille aussi. La famille et l'entourage. Quand le problème a des connotations familiales, le jeune consomme, ses parents consomment, à ce moment-là, il faut faire une approche familiale. OK. C'est pas la même approche, là. Pas tout à fait. Bien, c'est pas comme quand un adulte vient, puis il mène sa vie par lui-même. Là. Il n'est pas dans un environnement comme un jeune là, où il subit l'influence de ses parents. C'est l'environnement. À ce moment-là, c'est l'environnement. Il peut pas... le parent est mal placé pour dire à son enfant, ben écoute, là, regarde, là, tu prends de la drogue, ben regarde, papa, t'en prends toi aussi. Là. Fait que, tu sais, il me semble que l'approche n'est pas la même que si le parent en prend pas, puis l'enfant en prend. Exactement. Il faut en même temps tenir compte de la personne qui vient en consultation et tenir compte de son environnement. C'est ça. Environnement qui favorise ou qui supporte les comportements. Monsieur Guy, moi, si je vous demandais là, de nous parler au Centre Normand,
confiance, appartenance, respect, transparence et entraide. Ça fait un tout au Centre Normand. Ça, c'est les valeurs sur lesquelles on base nos services et on base notre approche auprès de la clientèle. OK. Si on veut que la clientèle... Vous savez, quand vous rentrez en contact avec un thérapeute, il faut que vous ayez confiance, il faut que vous sentiez que vous avez un lien avec ce thérapeute-là. Et il faut que vous sentiez qu'il va vous écouter, il va vous respecter. C'est-à-dire qu'il ne voudra pas vous appliquer un modèle rigide puis faire de vous une autre personne. Il va vous aider à cheminer en vous respectant puis en faisant en sorte que vos valeurs vont s'épanouir. Là. Et donc, surtout, pas faire de vous une autre personne. Exactement. Ça, ce mot-là, là, je l'ai... Parce que il me semble que ça ressort du groupe, lui, là. Oui, exactement. Si on ne veut pas faire de la personne qui est devant nous une autre personne, bien, il faut que ce soit transparent. Il faut que le processus soit transparent. Exactement. Que la personne sache qu'est-ce qu'on entend faire, la façon dont on procède, qu'elle y adhère, puis qu'elle a son mot à dire là-dedans aussi. Là, c'est bien important. Fait que tout ça, c'est le respect, l'empathie envers l'autre. Est-ce que, dans ces valeurs-là, M. Guy, prioritairement, le mot confiance, c'est le plus important. Il faut que la personne ait confiance parce que quand elle vient en thérapie, quand elle vient en entrevue, elle se livre à nous, elle livre des choses importantes. Puis elle se met dans une position aussi où elle va être, elle se met en position où elle est influençable par le thérapeute. Alors il faut qu'elle ait confiance que on va utiliser des approches qui sont éprouvées, qui sont reconnues, qu'on va rester à notre place, on va être respectueux, qu'on va l'aider à évoluer vers un état de mieux-être qu'elle désire. C'est une notion de base. Exactement. Parce que sans la confiance, j'ai l'impression dans ça, on ne peut pas avancer, j'ai l'impression, parce qu'il faut d'abord que le Centre Normand, l'intervenant, fasse confiance à son client et vice-versa. Tout à fait. Mais le client qui est là, très souvent, est dans un état, je ne dirais pas de choc, mais pas loin. Donc, il faut qu'il se livre. Et pour se livrer, bien, la personne qui est en face de lui, il faut faire une extrême confiance. Exactement. Je pense qu'on en a parlé un petit peu la semaine passée, mais j'aimerais qu'on revienne sur ça, M. Guy, parce que le mot encadrement et encouragement, ce sont, là, d'après moi, les deux mots qui sont les plus prioritaires au Centre Normand. On veut encadrer, mais aussi, s'il n'y a pas d'encouragement, c'est difficile de progresser dans une guérison. Tout à fait. Vous savez, quand une personne connaît un problème, comme la dépendance, quand il vient chez nous, on cherche à encadrer la personne pour qu'elle puisse apprendre d'autres façons de vivre, pour qu'elle puisse se débarrasser de sa dépendance. Mais s'il y a juste de l'encadrement, à ce moment-là, c'est comme si on lui disait, bien, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, parce que c'est une marche à suivre. Et une thérapie, c'est pas une marche à suivre. Et à travers tout ça, il faut qu'il y ait un encouragement. Il y a un mot anglais qui définit bien ça, l'encouragement, c'est l'empowerment. C'est-à-dire donner du pouvoir à la personne sur sa propre vie. Et ça, c'est à travers les encouragements, à travers le renforcement, que la personne apprend à reprendre le contrôle sur sa vie et non pas juste à appliquer une marche à suivre. Quand on parle d'encadrement, des fois, on peut penser que ce mot-là veut dire, bon, ben, on fait un cadre rigide autour de toi, puis on va t'encourager, on va te donner une marche à suivre, puis si tu veux guérir, il faut que tu fasses ça. Mais c'est pas exactement ça, là. Non, quand on parle d'encadrement, là, c'est un cadre qui n'est pas rigide. Non, c'est un cadre qui n'est pas rigide, c'est un cadre dans lequel la personne va se reconnaître. Exactement, c'est ça. Un cadre que la personne va contribuer aussi. Quand on parle de cadre, on parle d'une démarche thérapeutique. Puis un cadre, c'est aussi simple que quand la personne est à l'externe, elle a un rendez-vous, il est à 10 heures. Donc, le premier élément du cadre, c'est la personne vient à son rendez-vous. Le deuxième élément du cadre, quand la personne vient à son rendez-vous,
elle doit être en état de réceptivité. Donc, elle doit être sobre. Exactement, c'est ça. First of all, oui, oui, oui. il faut qu'elle vienne en état de réceptivité. Donc, la deuxième étape du cadre. La troisième étape du cadre, mais il faut qu'elle soit partie prenante. Donc, il faut qu'on lui ait expliqué c'est quoi la démarche, qu'est-ce qu'on va faire avec elle. Il faut qu'elle l'accepte. Alors, c'est ça le cadre. Donc, le cadre il est toujours adapté à la personne qui est devant nous. Mais le cadre, ça veut dire qu'il y a une démarche, et cette démarche-là, bien, il y a des exigences, dont la principale est de venir à son rendez-vous. L'approche première, elle n'est pas... Est-ce qu'elle est différente face à l'individu? On ne peut pas faire une première approche la même chose que celle du client d'avant. En ce sens, ce que je veux dire, c'est que vous avez une personne devant vous, la première approche n'est pas la même que celle qui est passée avant lui. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Ou l'approche est sensiblement la même chose? Écoutez, les approches thérapeutiques que l'on applique, ils sont toujours les mêmes. C'est des approches qui sont scientifiquement reconnues. Okay. Mais la façon de les appliquer, vous ne vous présenterez pas devant un thérapeute, ni moi, de la même façon. On va avoir nos caractéristiques propres, on va avoir notre façon de nous exprimer, on va avoir nos limites. Donc là, les comportements du thérapeute vont s'adapter à la personne. Vous allez vous sentir accueilli, vous allez vous sentir bienvenu, autant dans vos forces que dans vos faiblesses, autant dans vos points forts que dans vos points faibles. Et en ce sens-là, l'approche, elle est toujours adaptée à la personne. De la même façon que vous ne vous adressez pas à moi, de la même façon que vous ne vous adresserez pas à une autre personne, moi, je ne vous réponds pas de la même façon à vous que je vais répondre à une autre personne. Fait qu'en ce sens-là, les approches, tout en étant toujours basées sur la même approche scientifique, elle va toujours être adaptée au client qui est devant nous. Dans la première approche, il faut que le client puisse se dire « Ouais, lui, je pense qu'il veut vraiment m'aider. Donc, s'il veut m'aider, je suis ici pour être aidé. Donc, il faut que là, je donne du mien. Puis, il faut que le client puisse sentir que la personne qui est devant ce client-là veut vraiment se sortir de cette impasse. La première chose que le client veut sentir quand il vient dans une entrevue, c'est qu'il est accepté tel qu'il est. Il n'est pas jugé. Ça, c'est important de le dire. Il est accepté tel qu'il est, mais il n'est pas jugé. Vous n'êtes pas là pour juger. Absolument personne. Vous êtes là pour aider une certaine clientèle. Oui. Alors, la personne qui vient, qui nous explique son problème, nous, on ne la juge pas. Elle est acceptée telle qu'elle est parce qu'on veut partir, dans la thérapie, on veut partir du point où elle se trouve. Alors, le problème peut être énorme ou peut être moyen. Ça peut être prendre toutes sortes de colorations, il peut avoir des difficultés dans sa famille. L'important, la première chose que le client veut, c'est se sentir en confiance, se sentir accepté pour qu'il puisse mettre sur la table tous les éléments qui vont nous aider, nous, à comprendre ce qu'il a et à le faire cheminer vers le mieux-être. Une question de même, M. Guy. Est-ce qu'il arrive que chez une clientèle, il y a des personnes qui ont les trois phases, en ce sens qu'ils ont des problèmes de jeu, ils ont des problèmes d'alcool et ils ont des problèmes de drogue? Oui, tout à fait. Il y a des gens... Parce qu'un peut mener à l'autre. Oui. L'être humain, c'est pas des petites cases bien définies, là. Effectivement, des problèmes, quelquefois, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Jeu, drogue, alcool. D'ailleurs, le jeu et l'alcool, c'est pas pour rien que les machines à vidéo poker sont dans des bars. Et voilà. L'alcool porte à jouer et le jeu porte à boire. Non, mais c'est vrai, pareil. C'est vrai. Exactement. Et les problèmes se présentent rarement seuls. Ce qu'effectivement, nous, on a des approches. Bien, pour traiter les trois problèmes, il faut souvent en choisir un, voir qu'est-ce qui est le plus urgent, et on y va selon un ordre de priorité. Parce que vous avez très bien cerné ça quand vous dites qu'un mène à l'autre. Puis si on prend le troisième qui est drogue, bien là, c'est rendu peut-être que les deux premiers sont rendus assez loin que
excusez l'expression, mais un petit pusher peut arriver puis dire, bon, mais regarde là, t'es rendu là, regarde, je vais te donner quelque chose qui va te booster un peu, tu vas voir. Fait que là, on est rendu avec les 3 problèmes. Exact. Le jeu, entre autres, provoque des sentiments de dépression. Quand on est déprimé, les gens veulent s'auto-médiquer. On appelle ça de l'automédication. Okay. Prendre une bière pour se calmer, prendre un petit joint. Ça devient un remède. Okay. Alors, on se prend un petit remède maison, un petit verre, une bière, ça nous détend. Un joint, un peu de drogue, ça fait paraître notre problème moins gros. Mais en fait, ça fait juste faire perdurer le problème. Ça fait un tout. Mais il faut que les gens sachent bien, c'est pas parce qu'on est on a les 3 problèmes en même temps que là, c'est rendu grave puis il n'y a plus rien à faire. Là. Quand on dit que les gens, on veut que vous le disiez, monsieur. On veut que les gens viennent, ils vont être acceptés, ils vont être aidés dans ce qu'ils vivent là. Parce que il ne faut pas que la personne, comme vous dites si bien, se dise « Ah, ben là, moi, j'ai pas juste un problème de jeu, j'ai pas juste un problème d'alcool, j'ai pas juste un problème de là, j'ai les 3 problèmes. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si jamais je vois, ils vont dire « Hey, lui, là, il est rendu bas, là. » Non. Comme on le dit, personne n'est jugé. Non. On va juste penser qu'on veut vous aider. Voilà, exactement. Puis qu'on va tout faire pour vous aider, puis on va travailler plus fort avec vous, tout simplement. Okay. Quelquefois, il y a des gens qui, malheureusement, attendent d'avoir touché le fond du baril avant de consulter. Puis la peur du jugement et la honte, des fois, y est pour beaucoup là-dedans. Parce que malheureusement, les problèmes de consommation sont associés encore à une espèce de morale chrétienne qui dit que c'est du vice. Alors, c'est pas du vice, c'est un problème. Et un problème, ça se règle. Et quelquefois, on a besoin d'aide. Et nous, on est là pour donner de l'aide. Monsieur Gay, moi, si je vous demandais, là, c'est quoi la durée normale d'un stage au centre normal? Quand je parle de durée normale, je parle d'un problème normal. Est-ce qu'il y a des stages qui ont une durée moins longue ou plus longue que d'autres? C'est quoi dans le normal un stage au centre normal? On parle de stage à l'interne. Oui, à l'interne. Le stage standard est de 5 semaines. Alors, il peut être plus court, il peut être plus long. Il peut être plus court parce que la personne, à un moment donné, aussi, le centre normal, quand vous êtes en stage chez nous, c'est pas une prison. Là. À un moment donné, vous pouvez décider que ça ne fait plus l'affaire. Puis pour toutes sortes de raisons. Okay. Mais pour autrement dit, on peut partir si on veut. On ne le conseille pas, là, absolument pas. Non, mais c'est pas une prison. Moi, c'est pas ma place ici. Je suis pas bien, je m'en vais. C'est pas une prison. Nous, quand quelqu'un rentre, on a évalué que c'était bon pour lui. Et notre thérapie, elle dure 5 semaines. Donc, on pense que c'est bon que la personne reste 5 semaines. Mais si à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, ça peut être une décision très éclairée là, de la part de la personne qu'elle a prise en accord avec un de ses thérapeutes pour dire, écoute, moi, je sens que j'avance pas ici. Peut-être que je suis pas prêt. Peut-être qu'il faut plus que je travaille à l'externe. Peut-être qu'il faut que je travaille des choses encore. Puis la personne peut décider de partir et de revenir plus tard. Ou le thérapeute peut décider avec la personne, bien écoute, dans ton cheminement, tu n'es peut-être pas prête parce qu'on constate qu'il n'y a pas encore assez d'investissement. Mais quand les gens sortent, quand les gens partent, on ne les laisse pas dans la rue tout seuls. C'est pas un encadrement? Bien, on les réfère à notre externe. Voilà, OK. Parce que quand vous dites une chose, un client peut se sentir pas prêt. Ça veut dire que, est-ce que ça se peut, là, je vais aller à l'extrême peut-être un peu, pour faire plaisir à sa femme, pour faire plaisir à ses enfants, pour faire plaisir à ses parents, je vais y aller. Je vais y aller. Mais dans son fort intérieur, qu'est-ce que je vais aller faire là, moi? Il n'est pas prêt. Oui. Alors, vous le sentez tout de suite, ça, probablement. Oui, mais écoutez, quand on veut aller à l'interne du centre normal ou aller dans nos services externes du centre normal pour faire plaisir à d'autres, au point de départ, c'est pas nécessairement une mauvaise raison. C'est parce que ces autres-là, ils vous ont dit qu'il y avait un problème. Là. Votre famille, vos enfants, il y a quelqu'un quelque part qui vous a passé le message. Écoute, papa, ça va pas, là. Ça marche pas, ton affaire. Là. Non, ça marche pas. Ça fait que déjà, la personne qui a reçu ce message-là puis qui vient cogner à notre porte, bien, c'est déjà un bon signe. Oui. Même si sa motivation, à lui, elle va pas plus loin que de vouloir peut-être avoir la paix dans son environnement, là. Voilà. Mais déjà, il a reçu un message. Le déclic un petit peu s'est fait, là. C'est ça c'est parfait. Ça fait que quand il vient chez nous, notre rôle, c'est essayer de creuser sa motivation
Premièrement, là, essayer d'aller chercher une motivation plus profonde chez lui, là, voir quel avantage, qu'est-ce qu'il va tirer de venir consulter. Mais qu'il vienne consulter pour faire plaisir aux autres, c'est une bonne raison, là. Parce que les autres, ils ont passé un message. Ça veut dire que c'est la première marche. C'est la première marche. Puis on va l'aider à franchir la deuxième et la troisième et la quatrième. Autrement dit, peu importe, c'est l'entrée au centre normand, quand la porte est franchie, le seuil de porte est franchi, tout de suite là, OK, là, vous avez à prendre en charge une personne. Oui. Avec elle, on va déterminer pourquoi elle vient, on va déterminer sa motivation, puis on va la travailler, sa motivation. Il se peut qu'à un moment donné, puis ça arrive, ça, que des gens viennent à l'externe, puis on demande, ben écoute, tu veux pas avancer, t'es pas prêt, ben on met fin, mais la personne peut revenir par la suite. Oui, puis ça me tente presque, moi, M. Gay, d'enlever le mot personne puis dire un être humain. Un être humain. Parce que c'est vraiment un être humain avec son caractère, ses forces et ses faiblesses. Et exactement, un être humain, puis un être humain, on chemine avec là où l'être humain, il est rendu. Est-ce qu'il y a une clientèle prioritaire? Les jeunes sont prioritaires chez nous, les femmes enceintes, les jeunes sous protection. À l'heure actuelle, on met beaucoup d'accent sur le jeu. On a déjà parlé des développements du jeu à l'heure actuelle, le jeu pathologique, les jeux en ligne. Fait qu'on met beaucoup l'accent sur le jeu, la jeunesse. Notre présence dans les milieux de vie, les milieux autochtones, on travaille beaucoup là-dessus à l'heure actuelle. Il reste à peine 3 minutes, M. Gay. Est-ce qu'il y a des conditions défavorables à une admission chez vous? Bien, les conditions défavorables, je vous dirais que quand une personne vient, il faut qu'elle soit prête à faire un investissement minimum auprès de nos services. Si la personne vient et c'est pour obtenir un certificat de bonne conduite, c'est pas favorable. C'est pas favorable trop. Non, il faut que la personne, elle veuille s'en sortir. Mais ça peut être une volonté, comme je vous ai dit tantôt, s'il vient pour faire plaisir à son épouse, déjà là, on a quelque chose. Là. Déjà, on a quelque chose. Là, oui. Qui est là actuellement. Possibilité de rechute. C'est sûr que... Écoutez, les possibilités de rechute, il y en a partout. Il y en a en dépendance. Ça fait partie du cheminement de la dépendance. Nous, plutôt que parler du terme de rechute, on dit que les gens y trébuchent. Ils s'en fâchent de temps en temps. Oui, ça arrive. C'est normal, ça. Et il ne faut pas que les gens se découragent avec ça. Je pense que la progression vers l'abstinence, c'est une progression. Okay. Il y a des étapes à franchir, il y a des marches. Et c'est normal que de temps en temps, une personne retombe une marche ou elle peut en retomber plusieurs. Mais l'important, c'est de se relever. L'important, c'est de se relever et de continuer la démarche. Et écoutez, c'est comme la grippe, on la rattrape à chaque année. Oui, exactement. Monsieur Guy, une dernière question, parce qu'il reste à peine 1 minute. Des personnes qui nous écoutent, qui auraient affaire, garde-moi, là, ça me dit quelque chose, là, j'ai un problème, là. Ils font quoi? Bien, comme je vous disais tantôt, la première porte d'entrée, c'est le CLSC, qui appelle au CLSC. S'ils ont déjà connu nos services, s'ils veulent avoir des demandes de renseignements, par exemple, s'ils ont quelqu'un dans leur entourage qui connaît des problèmes de consommation, ils peuvent nous appeler aussi là, au 732-8241. Ça, c'est notre siège social à Amos. Okay. Et nous, on va les référer dans leur MRC respective, là où on a nos points de service. Alors, première marche à suivre pour ceux qui auraient des problèmes, surconsommation de drogue, alcool et le jeu. Mais c'est le CLSC qui est la porte d'entrée. Qui est la porte d'entrée, qui sont formés et qui, eux, après ça, vont nous référer les gens pour des services spécialisés du Centre normand. Monsieur Gay, merci. Là, je pense qu'on a vraiment touché à peu près à tout ce que l'on voulait toucher. Alors, je vous remercie infiniment de vous être présenté à cette deuxième émission. Puis une chose est certaine, c'est qu'en 2011, on va sûrement se revoir parce qu'il y a encore d'autres sujets à l'intérieur du Centre normand que l'on n'a pas parlé et puis qu'on va aller un petit peu plus en profondeur. Merci infiniment, Monsieur Gay. Puis si avec cette émission-là, on peut aider juste une personne, bravo, mission accomplie. Bien, ça me fait plaisir, M. Lacasse. Le plaisir est réciproque, M. Guy. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.